On croit parfois s'évader par les mots. On tisse des lignes comme on jette une corde par-dessus les murs d'une cellule. On oublie juste que les barreaux les plus solides ne sont pas toujours faits de fer, mais de regrets. Pendant des semaines, chaque enveloppe était un trafic d'oxygène, une contrebande d'illusions pour changer de peau, pour rêver à une autre vie. Jusqu'à ce matin d'octobre, un trajet ordinaire, un écran qui s'allume, une voix reconnaissable entre mille. En quelques secondes, le couperet tombe, le rideau se referme et la réalité vous cueille comme une claque sur le bitume. Bienvenue dans le dossier 34. Quand les illusions s'éteignent, l'enquête commence. L'asphalte du sud s'était dissous, la chair avait été entaillée, grattée jusqu'à l'os pour faire de la place à une nouvelle silhouette. Mais la véritable cage n'était pas thoracique. Elle était là, dans le gris familier de ce quotidien de mère célibataire où chaque geste pèse une tonne. 12 ans d'injonction, de rabaissement et de dévotion totale avaient fini par murer les portes de ma propre existence. Alors, pendant cette semaine de convalescence forcée, le corps emprisonné dans des bandes de contention serrées à mort, j'ai cherché une brèche. Et la brèche portait un nom de code, le jardin d'Éden. Lui était derrière les barreaux d'une prison. Moi, j'étais derrière ceux invisibles mais tout aussi étouffants d'une vie en sursis. Nos échanges de lettres n'étaient pas de simples correspondances, c'était un trafic d'oxygène de haute contrebande. J'avais à cœur de lui jeter chaque fragment de mon existence à travers les mailles du filet, pour rendre son enfer plus supportable, sans me rendre compte que chaque mot écrit à l'encre m'extrayait de mon propre cachot. Écrire à Eden, c'était changer de peau, d'univers, de lignes temporelles. Le temps d'une page, la douleur des antalgiques et la nausée des derniers jours s'effaçaient. Je m'évadais. L'esprit s'engouffrait dans les souvenirs de ces moments magiques, hors du temps, vécus presque 13 ans plus tôt. C'était le seul angle mort où je m'autorisais enfin à rêver d'une autre vie, à refaire les choix du passé, à maudire la peur et le manque de confiance qui m'avaient poussé à ne pas le choisir lui. Le venin des remords et de la culpabilité se mêlait à une euphorie clandestine. Mes pensées vagabondaient, traçant des contours de fantasmes inavoués, cachés sous la raideur du papier. En écrivant, en dépliant ces réponses, mon corps réagissait physiquement, trahissant l'intensité du choc. Le cœur s'emballait, les mains devenaient moites, une boule d'adrénaline me nouait le ventre. Une sueur froide coulait le long de mes côtes meurtries. Nous laissions sous-entendre des sentiments, un attachement renaissant et réciproque, une tension magnétique, attractive, qui traversait les murs de pierre et de béton. Ces lettres étaient ma bouée de sauvetage dans une mer de rancœur, une force brute injectée directement dans mes veines pour m'empêcher de sombrer sous les assauts de l'autre, du passé, du vide. Chaque enveloppe ouverte insufflait une énergie nouvelle, un sursis psychologique. Puis la convalescence s'est achevée. La vie a repris ses droits avec une violence mécanique. Il a fallu reprendre le travail, orchestrer la rentrée des filles, courir après les minutes. Le quotidien a repris toute sa place, étouffant les fantasmes mais laissant ses lettres subsister comme des phares dans la brume. Jusqu'à ce jour, cette fin octobre 2011, gravée à l'acide dans ma mémoire. Le rituel du matin s'enclenche en mode automatique. Réveiller les filles, presser le pas, sortir Flora pour sa promenade rapide avec cette fichue trouillobine de laisser les petites seules dans l'appartement, ne serait-ce que 5 minutes. Déposer l'une à l'école, l'autre chez la nounou, la mécanique est bien huilée, froide. Je remonte dans la voiture, la carrosserie fende le gris de la banlieue pour rejoindre mon lieu de travail, quand l'écran du tableau de bord s'allume. Un appel manqué. Un message d'un numéro inconnu, étrange. Le haut-parleur s'active. Et là, cette voix, reconnaissable entre mille, celle du jardin d'Éden. Le contraste est si violent que mon cerveau refuse d'abord d'aligner les faits. Il dit que c'est lui, qu'il va essayer de me rappeler. Les mains se crispent sur le volant. Arrivé sur le parking de mon bureau, le téléphone hurle à nouveau. Je décroche. Le timbre est le même, mais la fréquence a changé. Les mots tombent, secs, définitifs, comme un couperet de guillotine. Réduction de peine, sortie imminente. La détention l'a fait réfléchir. Il veut redonner une chance à son couple. Il me demande de ne plus jamais le contacter.
Je l'écoute, mais les mots restent bloqués dans ma gorge, étouffés par un afflux d'air glacé. Je suis sonné. La bouée vient de se retourner, m'enfonçant la tête sous l'eau. Ma réaction n'est pas celle d'une correspondante déçue. C'est le sevrage brutal d'une junkie à qui l'on retire sa seule dose d'avenir. En quelques secondes, l'échappatoire s'effondre. La promesse d'une autre vie possible explose en plein vol, me projetant à nouveau contre les murs de ma réalité de mère célibataire isolée. Je finis par acquiescer, un murmure machinal, et la ligne coupe. Le silence du parking me cueille comme une claque. Je reste prostré dans l'habitacle, le temps de réaliser que le jardin s'est refermé à double tour. Je sors de la voiture comme un automate, un robot de chair dont les jambes peinent à porter le poids du corps jusqu'au bureau. Je suis assommé par la nouvelle, l'esprit divisé entre la compréhension logique et le refus viscéral d'accepter cette mise à mort de mes illusions. Alors, par réflexe de survie, pour ne pas m'effondrer devant les collègues, je verrouille la trappe. Je reprends mes esprits, je range le choc dans un tiroir secret de ma mémoire et je décide de mettre cela de côté. Pour le moment. Le cuir de mon fauteuil est froid, la lampe du bureau dessine des ombres nettes sur les murs, et moi, je fixe ce téléphone muet. C'est là dans le silence qui retombe que la lucidité me rattrape. Ce coup de fil sur le parking, ce n'était pas juste un rendez-vous manqué avec le destin, c'était le point de rupture d'une machinerie intime que j'entretenais dans l'ombre. Je me regarde en face et je pose la loupe sur ce que je viens de faire. Durant ces semaines, où mon corps souffrait sur un lit de clinique pour réparer des années de rabaissement, je suis allée chercher de l'air au jardin d'Éden. Je me disais que j'écrivais pour adoucir sa peine derrière ses barreaux. Quelle ironie. La vérité, c'est que c'était ma propre cellule que je fuyais. C'était le quotidien étouffant d'une mère célibataire perdue que je transférais sur ces murs de pierre. Chaque lettre était une dose d'oxygène clandestine pour changer de peau, pour nourrir les regrets de n'avoir pas fait les bons choix 13 ans plus tôt. Mon corps ne trichait pas. Ce cœur qui s'emballait, ses mains moites à chaque enveloppe ouverte, c'était la réaction physique d'une naufragée accrochée à sa bouée pour ne pas sombrer. Et puis le couperet est tombé. Eden a obtenu sa liberté réelle et mon paradis de papier a volé en éclats. Il a choisi la sécurité de son couple, fermant la porte sans préavis. Sur le coup, ma réaction de robot, ses jambes qui peinaient à me porter, ce n'était pas du chagrin. C'était le sevrage brutal d'une junkie à qui l'on retire sa seule lucarne d'avenir. Alors pour ne pas m'effondrer, j'ai verrouillé la trappe. J'ai activé le mode automatique. Mais à quoi je jouais au juste? La question qui me traverse là, maintenant, celle qui me donne le vertige, elle ne me concerne pas seulement moi. Elle résonne pour quiconque s'est déjà réfugié dans l'imaginaire. Est-ce que j'aimais cet homme pour l'avenir qu'il promettait, ou précisément parce qu'étant enfermé, inaccessible, il était le seul qui ne pouvait ni m'envahir, ni me contrôler, ni même me faire du mal dans la réalité brute? Parfois, on s'invente des paradis lointains, simplement parce que le monde réel nous a trop souvent brûlé les ailes. La trappe est fermée, je range le dossier, mais l'enquête, la vraie, commence maintenant.